Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Des images de désolation en provenance de Los Angeles et on se disait plus tôt dans l'émission, beaucoup de propriétés de grande valeur qu'on voit bêtement rasées par les flammes, ça va coûter des sous en assurance, hein? Ça va coûter des sous en assurance et on sera peut-être dans une situation bientôt où ceux qui voudront reconstruire, et ils seront sans doute nombreux, ne pourront pas s'assurer comme il était de plus en plus difficile, sinon impossible de s'assurer contre les tremblements de terre à Los Angeles, des images de dévastation qui font penser que la ville a été bombardée. Le quartier de Palisades, ça me fait mal au cœur parce que j'y ai eu beaucoup d'amis qui ont vécu là, je suis allé à l'occasion, sinon même souvent, mais un quartier, c'est dans le fond de réduire l'affaire, puisque c'est toute la ville qui est prise en tenaille par ces incendies mal ou pas contrôlés. Les pompiers hier qui disaient qu'ils avaient 0% de la situation en main, en grande partie parce qu'on ne pouvait pas attaquer des airs, les incendies. Les vents soufflaient à 110, 115, 120 km/h, impossible pour les hélicoptères, impossible pour les avions citernes de venir appuyer les pompiers qui étaient au sol. Donc, situation tragique, mais qui va peut-être aussi, je sais que tu aimes les questions économiques, exposer justement une série de dominos qui pourraient tomber dans le monde économique ou de la finance. Un peu comme c'est en train de se produire en Floride avec les ouragans à répétition qui ont créé une situation où les assureurs, dans bien des cas, ont choisi de se retirer du marché. C'est-à-dire qu'on ne veut même plus faire affaire sur le marché local. On ne veut pas assurer les maisons. De plus en plus de propriétaires qui ne peuvent pas assurer leur résidence en Floride. Et s'ils peuvent le faire encore, c'est à des prix qui sont complètement fous. Et plusieurs se disent, on est mieux de s'auto-assurer. C'est-à-dire qu'en payer 20, 25 000 $ par année pour une assurance avec plein de conditions. T'es mieux de le mettre de côté, puis s'il arrive quelque chose, tu répareras. Exactement. Et on est dans la même situation probablement à Los Angeles parce qu'on parle de 1000 maisons pour l'instant, probablement davantage quand on sera allé au bout de l'affaire. Et il y a fort à parier que des assureurs qui choisiront de se retirer du marché ou de rendre tellement prohibitif le coût de l'assurance que les gens n'auront pas le choix que de s'assurer eux-mêmes, à moins que, parce qu'on est en Californie et que la Californie fait tout différemment, que l'État décide de créer une espèce de mutuelle d'État pour protéger les propriétaires de maisons. Mais là où ça devient intéressant, c'est la possibilité que cette crise des assurances, une crise financière, on ne sait jamais de où ça va partir. Des fois, c'est comme une petite craque dans le mur, puis tu te dis, ça se peut pas que ça fasse grand-chose, puis tu vois tout le mur s'ouvrir. Donc, c'est arrivé un peu de la même manière, tu me diras, le parallèle est lointain, ça nous ramène très, très, très loin. Début des années 80, quand il y a eu la guerre entre l'Iran et l'Irak, il y a plusieurs bateaux qui croisaient par là, dans le détroit d'Ormuz, qui ont été attaqués. Le transport maritime était menacé. Et la Lloyd's, qui est un des plus grands groupes d'assurance au monde, du jour au lendemain, s'est retrouvé dans une situation qu'il n'imaginait même pas parce qu'on n'avait pas prévu ce scénario et où l'entreprise était à risque de faire faillite avec tous les réassureurs derrière qui supportaient mais qui se rendaient compte qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour réassurer. Donc, il y a une possibilité de domino et une UTT de l'intervention de la marine américaine qui a un peu calmé le jeu dans la région, mais on a calmé le jeu d'un point de vue militaire, mais aussi économique. Alors, je ne te dis pas que c'est comparable, mais les crises financières, on ne sait jamais de où elles vont arriver. Et la Californie, quand on ajoute ça à la Floride, est-ce qu'il y a des assureurs qui vont péter aux frettes, pardonne l'expression, qui vont, quand ils feront les comptes, vont se rendre compte qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser, de payer ceux devant lesquels ils ont des obligations? C'est une des questions qu'on ne veut pas poser maintenant, mais qui va se poser très rapidement. Et c'est aussi peut-être aussi parce qu'aux États-Unis, comme partout ailleurs dans le monde, tout est politique, une crise politique qui se développe. Oui, parce que là, Donald Trump attaque Joe Biden et le gouverneur Newsom, le gouverneur de la Californie. Sont-ils politiquement responsables de ces feux? Évidemment qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont pas responsables de la météo. Il y a des vraies questions qui se posent sur l'état de préparation. Par exemple, la palissade. Heureusement, pour l'instant, à Los Angeles, on compte que 5 morts. Mais l'évacuation dans un quartier aux rues sinueuses, petites,
la semaine dernière, il y a des résidents, le comité d'arrondissement, appelons ça comme ça, qui demandaient à la ville d'évaluer des systèmes, des routes, une manière d'évacuer de façon sécuritaire et rapide des populations si un feu devait frapper. La situation s'est présentée. On a vu que ça a été tout sauf bien organisé, des autos abandonnées sur les routes, empêchant les véhicules d'urgence de circuler. Des tracteurs ont dû se frayer des chemins parce qu'on a recommandé aux gens de quitter leur voiture pour se rendre rapidement à la plage parce que c'était à ce point dangereux. Alors, de ce point de vue-là, il y a certainement de vraies questions. En termes de gestion en amont, M. Trump, c'était fait une spécialité de ce genre de recommandations, puis je pense que ça va circuler sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il l'avait dit, entre autres, chez Joe Rogan. Il y a une question de gestion de l'eau. Alors, il y a des choses qui ont été dites qui ne sont pas fondées. Par exemple, que les réservoirs n'étaient pas pleins. C'est faux. La question, c'est combien de temps ces réservoirs peuvent suffire à la demande. Est-ce qu'il y en avait suffisamment? Donc, il y a un problème, effectivement, peut-être de gestion d'eau compte tenu des risques. Derrière tout ça aussi, la gestion, c'est ce qu'avait dit M. Trump un peu plus tôt, avant ces incendies. Mais c'était partagé par d'autres. Gestion des forêts. Los Angeles et aussi des arbustes, des bosquets à Los Angeles, parce que on passe d'une saison abondante en pluie l'an dernier, qui a engendré une végétation abondante, à une sécheresse intense cet été et cet automne. Évidemment, ça donne du carburant pour d'éventuels feux. Est-ce que les autorités auraient pu mieux faire, autrement faire? Il y a fort à parier que ça sera politiquement payant pour M. Trump, qui, même s'il n'y a plus aucune élection à gagner, semble avoir un infini plaisir à repousser ses adversaires dans les câbles continuellement. Bon, aujourd'hui, ça devrait être aux États-Unis jour de non-partisanerie, où on met la partisanerie de côté, parce qu'on se retrouve tout parti confondu, le démocrate comme républicain, les ex-présidents, pour les funérailles nationales de Jimmy Carter. Présidence qui a été malmenée dans le grand livre de l'histoire. C'est une présidence et un président qui a été mal aimé. Probablement que Jimmy Carter a plus durablement marqué les esprits pour la période qui a suivi sa présidence. Et d'ailleurs, il va gagner un prix Nobel après avoir été président. C'est le club des ex qui va se réunir, le plus exclusif des clubs au monde, c'est-à-dire les ex-présidents. Ils sont 5 qui seront réunis à la cathédrale nationale aujourd'hui à Washington. La dernière fois qu'on les a vus ensemble, c'était pour les funérailles de George Bush en 2018, si ma mémoire me sert bien. Et ça sera l'occasion de revenir sur une présidence qui, comme je le disais, est mal aimée parce que c'est celle d'un homme qui a imposé des valeurs morales pour gagner en 1976, de justesse contre Gerald Ford. D'ailleurs, une bataille très acrimonieuse. Puis pour la petite histoire, c'est intéressant parce que ils se sont, disons-le, détestés pendant la campagne de 76. Monsieur Ford, qui succédait à Richard Nixon, qui avait démissionné dans les circonstances qu'on connaît, qui n'avait pas élevé le débat politique. Gerald Ford, qui est parti de très loin de l'arrière, il y avait un déficit puissant. Puis finalement, ça a été un résultat serré. Les deux hommes se sont vraiment détestés pendant cette campagne et plus tard se sont rabibochés. C'est une des belles histoires post-présidentielles et s'était fait la promesse que le premier des deux qui mourrait aurait l'autre pour prononcer l'oraison funèbre. C'est Gerald Ford qui est mort le premier et Jimmy Carter a tenu promesse et était présent. Leurs deux femmes sont devenues de grandes amies. Alors tu me diras, est-ce que ça pèse lourd dans l'histoire? Peut-être pas. Je parle des amitiés présidentielles et ou de leurs femmes, mais ça dit quelque chose aussi en marge de la grande histoire de ce qui lie ces individus, évidemment, au destin hors norme. Mais je le disais tout à l'heure, la présidence de Jimmy Carter, c'est une présidence qui s'est faite sur des valeurs morales. Il disait il est temps de sortir de ce que nous avons traversé, guerre du Vietnam, mais aussi les années plus difficiles de M. Nixon, d'années de corruption politique. Il a gagné sur ça. Il a essayé d'imposer une politique étrangère qui était guidée par des enjeux moraux. Un discours formidable à l'Université Notre-Dame en 1977 où il parle des droits de l'homme, mais où il sera battu en brèche pendant les 4 années de sa présidence. Ouais, mais notamment par la révolution en Iran, puis les prises les otages en Iran, tout ça là, mais complètement plus encore, coulé, là. Totalement, mais y compris sa naïveté face à l'Empire
soviétique à l'époque, réduction des dépenses militaires alors que la Russie, l'URSS, se préparait à envahir l'Afghanistan. Il a été pris la garde baissée. Tentative de négocier un grand traité de réduction des armements stratégiques, le traité SALT II, que le Sénat n'a jamais voulu approuver. C'est un échec politique monumental. Et tu le disais, cette histoire, on pourrait consacrer des émissions, je vais arrêter là-dessus, mais c'est tellement fascinant, l'histoire de la prise des otages américains à Téhéran après le retour triomphal de l'ayatollah Khomeini, que d'ailleurs son ambassadeur à M. Carter aux Nations Unies, Andrew Young, avait applaudi de mémoire comme un prophète de la paix ou quelque chose comme ça. Il s'était fourré le doigt dans l'œil, mais grave. Ouais. Et c'est pendant 444 jours, ces otages retenus qui vont miner toutes les chances de Jimmy Carter d'être jamais réélu et qui seront libérés quand? Le 20 janvier 1981, le jour de l'investiture de Ronald Reagan, comme un doigt d'honneur fait au président Carter, qui avait essayé de les libérer avec une opération des forces spéciales, un échec lamentable en avril 80 avec les forces du Delta. Et c'est le début de la conscience qu'il y avait quelque chose qui marchait mal dans les forces spéciales aux États-Unis et ça va permettre la création, entre autres, je pense, des SEALs. Mais tout ça pour dire que c'est une fin de présidence épouvantable. Heureusement pour lui, il a eu 44 ans pour se faire valoir ensuite et ça a marché. Et l'histoire l'a réhabilité. Stéphane, merci beaucoup. À demain. Salut. Au revoir.